on va rentrer dans les faits et les documents parce que c'est Pierre Debrague qui est là. Bonjour Pierre, comment ça va? Salut Raphaël, bonjour à tous tes auditeurs. Donc, chers auditeurs, on continue cette matinale comme j'ai dit. Et là, vous voyez le visage derrière, un visage rempli d'amour, de gloire et de beauté, un visage qui nous inspire confiance et qui nous donne maintenant que de bons souvenirs. On va parler de la reine de l'Europe, de la femme qui est la première sur le classement Forbes, une des femmes les plus influentes d'Europe et voire même du monde. Donc on va parler d'Ursula von der Leyen parce que c'est le portrait principal du tout dernier numéro de Faits et Documents, le numéro ou plutôt le numéro d'août si je me trompe pas, le 544. Voilà, donc n'oubliez pas, avec Faits et Documents, maintenant vous avez les publications régulières avec les portraits qu'on vous présente, mais vous avez également d'autres dossiers. Mais là, on va se concentrer donc sur ce personnage. Alors, ma question va peut-être paraître naïve, Pierre, mais pourquoi avoir fait un portrait? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Sur quoi vous vous êtes concentré avec ce personnage d'Ursula von der Leyen, avec ce nouveau numéro? Il y a beaucoup de choses à dire. Tu vois, par ton introduction, je peux déjà faire un développement d'une demi-heure. Donc, je vais être très succinct. Déjà, tu as dit la reine. C'est pas bête, mais plus précisément, c'est une impératrice. C'est une impératrice et on va donner les détails, les explications. Ensuite, tu l'as présentée comme, selon le classement de Forbes, effectivement, comme l'une des femmes les plus puissantes du monde. Et ça, c'est avéré, c'est-à-dire depuis 2022, elle caracole toujours en tête du classement de Forbes. Et là, il y a un premier paradoxe par rapport à justement la réponse principale à ta question. C'est que nous, on a fait le portrait d'Ursula von der Leyen parce que cet été, elle a défrayé la chronique par la signature des accords commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis. Et elle était devenue, le symbole de la vassalisation de l'Europe, quoi. Et donc, par rapport à ça, effectivement, on a considéré que c'était le bon moment d'aborder le sujet, le portrait d'Ursula von der Leyen. Et donc, le premier paradoxe, c'est que elle est soi-disant la femme la plus puissante du monde et en même temps, elle est considérée par tout le monde comme le paillasson des États-Unis. Donc, si elle est si puissante que ça, comment se fait-il qu'elle s'est couchée lors de la signature de ces accords? C'est ce qu'on a voulu démontrer à travers, effectivement, l'étude de son parcours. Et on a pris un angle d'attaque, un prisme assez simple et assez marqué, c'est son rapport à l'atlantisme, son rapport au transatlantisme, son rapport aux États-Unis. Et c'est par rapport à ce biais-là qu'on a creusé et qu'on a apporté, si tu veux, on apporte un nouvel angle sur son CV, quoi. Ça permet un peu de mieux comprendre son positionnement. C'est absolument fondamental quand on parle d'une personne qui s'est hissée aussi haut au sein des sphères du pouvoir pour même être au sommet d'une des pyramides du pouvoir, en l'occurrence là pour l'Europe. On sait que c'est une position extrêmement importante. C'est Ursula von der Leyen qui dirige son grand projet européen, qui arrive à pouvoir développer ce grand projet d'armée européenne. On l'a vu faire sa tournée dans les pays de l'Est d'ailleurs, avec la nouvelle intégration notamment de la Bulgarie. On l'a vu féliciter la Bulgarie de produire un tiers des armes pour l'Ukraine. Donc on voit que c'est le visage et en même temps c'est la puissance de ce réseau, on va dire, de cette Europe supranationale. Donc, c'est vrai qu'il est important de voir avec le sujet qu'on a vu cet été sur les accords commerciaux, qui sont extrêmement importants à analyser, parce que ça a des répercussions assez profondes et aussi, ça fait des révélations sur les différentes relations au pouvoir. Donc, étant donné qu'on va parler de la relation avec l'atlantisme d'Ursula von der Leyen, comment démarrer cette généalogie politique et idéologique? Qu'est-ce qui a commencé son parcours, qui a créé son parcours pour la diriger vers cette sensibilité atlantiste? Il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, d'un point de vue généalogique strict, pur, Ursula von der Leyen a du sang américain dans les veines. C'est-à-dire qu'elle descend, en fait, elle est le fruit d'une alliance familiale entre la haute bourgeoisie allemande, la haute bourgeoisie de Hanovre, et une aristocratie coloniale britannique qui s'est établie aux États-Unis au XVIIe siècle. Tu vois, et donc, ça, c'est la lignée paternelle d'Ursula von der Leyen. Et par cette lignée, Ursula von der Leyen descend effectivement de colons américains, de colons britanniques établis aux États-Unis, en Caroline du Sud. Et en Caroline du Sud, il y a toute une connotation, il y a tout un imaginaire, parce que ses ancêtres établis aux États-Unis sont des grands propriétaires terriens, esclavagistes, propriétaires de champs de coton, parce que, si tu veux, la branche allemande travaille dans l'industrie, sont des grands industriels du coton,
et la branche américaine sont des grands propriétaires terriens de coton. Donc on est tout de suite, si tu veux, dans cette élite-là, qui fait référence en fait aux principales élites capitalistiques qui ont émergé après au XVIIIe siècle et qui régissent encore une partie de l'Europe. Et donc déjà, ça, c'est la première chose. Elle a du sang américain dans les veines. D'ailleurs, par sa grand-mère notamment, qui était américaine, et d'ailleurs, lorsque Ursula von der Leyen va faire ses études à Londres, à 20 ans, elle prendra un pseudonyme qui est le nom de sa grand-mère. En fait, elle se cache sous un nom parce qu'elle est, alors ça c'est des détails dans les détails, mais si tu veux, elle est menacée, parce que son père est menacé par la bande Abadère, par un groupe d'extrême gauche marxiste qui menace d'enlever la fille d'Ernest Albrecht, qui est le père d'Ursula von der Leyen. Et donc, elle va se cacher, enfin, elle va faire ses études à Londres, et donc elle se cache sous un patronyme, elle est surveillée par Scotland Yard, etc. Et donc, elle prend le pseudonyme de sa grand-mère américaine. Donc déjà, il y a tous ces symboles-là, quoi. Ensuite, dans son rapport aux États-Unis, il y a son père directement. Son père, Ernest Albrecht, c'est l'un des premiers fonctionnaires de l'Union européenne. C'est un homme politique très connu en Allemagne. On ne le connaît pas trop de ce côté du Rhin, mais effectivement très connu, très influent en Allemagne, qui était bon, tu sais, en Allemagne c'est fédéral, mais lui c'était un ministre de l'État de Basse-Saxe en Allemagne, qui est resté, je crois qui détient le record de longévité au poste de ministre d'un État fédéral. Donc tu vois, c'est quelqu'un de très influent en Allemagne, son père. Et son père, lui, a fait ses études aux États-Unis et a incarné, si tu veux, illustré cette nouvelle génération d'après Seconde Guerre mondiale d'élite allemande connectée effectivement aux élites américaines. Tu vois, avec un mode de pensée à l'américaine, qui a très bien compris que le renouvellement des élites allemandes passait par justement voilà l'affiliation avec la superpuissance américaine. Et Ursula von der Leyen, elle grandit dans cette optique-là. Tu vois, elle grandit dans ce moule-là. Bien que, alors là, je te dis qu'elle est allemande, mais bon, comme son père, c'est un fonctionnaire, l'un des premiers fonctionnaires de l'Union européenne. En fait, elle grandit à Bruxelles. Elle va dans des écoles privées à Bruxelles. Elle n'a pas grand-chose de l'ambiance allemande, hein, si tu veux, de l'environnement allemand en tant que tel. Mais voilà, elle est quand même dans cette ambiance germano-atlantiste. Et puis après, là, si tu veux, je donne 2-3 détails. On peut développer. Il y a aussi son mari qui la connecte aux États-Unis, Heiko von der Leyen. Et puis, il y a même ses enfants, puisque sur 7 enfants, Ursula von der Leyen a 2 enfants qui ont travaillé pour McKinsey et compagnie. Donc là, ça nous rattache aussi, encore une fois, on va dire, à une certaine oligarchie américaine. Après, voilà, tu me dis si tu veux que je détaille certains points. Hein. On va pouvoir détailler, c'est-à-dire que là, on peut même parler d'une dynastie von der Leyen, alors qu'on doit normalement appeler le véritable nom étant Ursula Gertrude Albrecht, mais c'est vrai que c'est moins marketing, c'est moins vendable. Il y a eu le sujet en fait de son parcours et le fait qu'elle ne soit pas vraiment allemande. Alors s'il y a un aspect avec sa culture allemande, c'est la comparaison pour pouvoir désirer, on va dire, d'autres cultures ou avoir plutôt préféré d'autres villes ou d'autres pays à celui de l'Allemagne. Je me permets quand même de récupérer une des citations qui a été trouvée, qui est dans le numéro de FEDOC. C'est lorsqu'on apprend qu'il y a son parcours à Londres, selon elle, c'est une incarnation de la modernité, la liberté, la joie de vivre, une ville où tout était possible. Et quand je parle de cette comparaison, c'est que la jeune Ursula nous apprend donc que pour elle, qui venait d'une Allemagne monocorde et blanche, l'année passée dans cette ville multicolore, bouillonnante et internationale a été fascinante. Donc je pense que ça, déjà, c'est une magnifique citation à retrouver qui permet de bien comprendre la nature de ce personnage qui va se développer au fur et à mesure des années. Oui, bah ça, c'est sa petite incartade, effectivement, à 20 ans à Londres, où elle vit ses années folles, quoi. Elle vit ses années folles. On comprend que finalement, elle n'a pas trop étudié là-bas et qu'elle a plutôt fait la fête, plus fréquenté les pubs que les bibliothèques. Et oui, la citation est assez révélatrice de ce rejet d'une certaine Allemagne conservatrice, pour elle incarner une nouvelle génération, tout en passant pour une conservatrice, hein, parce que c'est quand même une figure de la CDU, qui est l'Union chrétienne démocrate en Allemagne, et son père, en fait, elle en est une figure parce qu'elle a bénéficié de l'influence et des réseaux de son père, qui lui-même en était une des figures principales. Tu vois.
Mmh. Pour continuer sur l'atlantisme, donc, avec le parcours de jeunesse d'Ursula, avant de pouvoir parler un petit peu plus de ces années actuelles, ou en tout cas du moment où après elle commence à avoir donc des enfants et de les placer à certains endroits, qu'est-ce que l'on peut noter d'important ou même de fondamental lors de son parcours aux États-Unis et de ce qui va vraiment créer son lien avec les États-Unis? En fait, par l'intermédiaire de son mari, ce que je disais tout à l'heure, Eiko van der Leyen, donc ils se rencontrent à l'université d'Hanovre, ils sont tous les deux étudiants en médecine. Mais bon, si tu veux, ils viennent tous les deux de très grandes familles, parce que Eiko van der Leyen, lui, c'est pareil, c'est un héritier, non pas d'une famille d'industriels du coton, mais lui, c'est l'héritier d'une famille d'industriels de la soie. Et tu vois, on est toujours, tu vois. Et c'est de la grande noblesse allemande. Et donc, ils se rencontrent lors de leurs études de médecine. Et en fait, ils sont déjà très âgés. Si tu veux, c'est des étudiants longs. Hein, c'est des étudiants longs. Ils sont pas pressés par le temps, effectivement, parce ils sont assez privilégiés. Et tous les deux, ils vont faire une carrière de chercheurs. En fait, son mari, c'est un chercheur universitaire, tu vois, qui prolonge un peu les études comme ça. Et Ursula von der Leyen, officiellement, c'est une chercheuse aussi en hématologie. D'ailleurs, petite anecdote qu'on rapporte dans le dossier, sa thèse est entièrement bidonnée. Sa thèse de médecine, de doctorat de médecine à Ursula von der Leyen a été officiellement reconnue comme plagiée à quasiment 50%. Tu vois, c'est pour illustrer le fait que il y a une sorte de vernis de façade qui permet de faire bien effectivement en société en disant je suis chercheuse en médecine, etc. Mais sinon, on est vraiment dans un environnement ultra privilégié. Et donc, dans ce cadre-là, Eiko van der Leyen, à un moment, il est coopté pour être professeur adjoint aux États-Unis. Et donc, toute la famille van der Leyen déménage aux États-Unis et ils vont passer entre 4 et 5 ans, au début des années 90, en Californie, dans la Silicon Valley, puisque Eiko van der Leyen, en tant que chercheur, est prof adjoint à l'université privée, la célèbre université privée de Stanford. Et à cette époque, Ursula von der Leyen, elle se vante un peu d'être impliquée au niveau de la recherche universitaire, etc. Bon, en fait, quand on creuse, on voit que les services administratifs américains démentent cette version et que finalement, bon, elle était aux États-Unis, dans la Silicon Valley, pour accompagner son mari, quoi. Donc, elle n'a pas, si tu veux, une grosse carrière professionnelle. C'est pas une bourreau de travail, une forcenée de travail par rapport à ça, mais elle s'inscrit dans ce cadre-là. Et donc ça, déjà, c'est pareil, c'est un nouvel ancrage aux États-Unis. Après, on peut parler de ses relations plus marquées avec les États-Unis lors de sa carrière de ministre, si tu veux. Mais justement, voilà, parce que après le déroulement de cette généalogie, de ce parcours absolument magnifique, parce que d'ailleurs, le petit détail d'un plagiat pour une thèse, pour avoir un doctorat, ou en tout cas pour terminer ses études supérieures, lorsqu'on a un commun des mortels, si on se retrouve à avoir ce type d'accusation, voire même d'annulation, notre parcours est terminé. Hein. Normalement, on ne peut pas s'en sortir professionnellement. Donc ça, c'est quand même pas une petite information, même si on le sait très bien que le niveau de corruption est tel, ou le niveau d'impunité de certaines castes dirigeantes est tel que nous ne sommes plus vraiment surpris, mais c'est toujours des éléments quand même à rappeler. Dans un monde de logique et de rationalité, ça ne devrait pas forcément avoir lieu. Et donc oui, après ce parcours aux États-Unis, on commence à avoir donc Ursula von der Leyen, qui n'est pas donc uniquement la chercheuse assistante, mais qui devient la femme politique. Donc déjà, comment commence son parcours politique? Donc au début des années 2000, effectivement, elle se lance officiellement en politique, mais elle est déjà assez âgée. Hein, c'est déjà, je t'ai dit, chercheuse longue durée, mère de famille, très ancrée, et donc voilà. Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'elle a déjà quasiment 40 ans, et elle se lance en politique dans les traces de son père. Et là, effectivement, tout le monde se gargarise du fait que c'est une ascension fulgurante, mais bon, c'est une ascension fulgurante parce qu'elle bénéficie évidemment des réseaux de son père qui font qu'en 4 ans, elle devient ministre. C'est-à-dire qu'elle se lance en politique, je crois que c'est en 2001, et en 2005, elle est nommée ministre par Angela Merkel. Alors, une Macron à l'allemande, quelque part. Voilà, une Macron à l'allemande. Alors, Angela Merkel, c'est très important, elle est très importante dans le parcours d'Ursula parce que elle fonctionne quasiment en binôme. C'est une sorte de duo. Si tu veux, la presse considère, ça c'est un terme rapporté officiel, que Ursula von der Leyen est la chouchoute
la chouchoute d'Angela Merkel. Tu vois, donc elles avancent ensemble et en fait, pendant quasiment 10 ans, Angela Merkel va reconduire Ursula von der Leyen à différents postes de ministre. Et d'ailleurs, c'est la seule qui la suit, le seul ministre qui la suit comme ça durant des années sans forcément légitimité, parce que là, on va rire 30 secondes, mais le premier poste de ministre qu'occupe Ursula von der Leyen, je crois que c'est en 2005, c'est le poste de ministre de la Famille. Donc, elle est nommée par Angela Merkel ministre de la Famille. Alors là, on peut déjà rigoler parce que, hormis le fait que, oui, Ursula von der Leyen est mère de 7 enfants, d'accord, mais sinon, que connaît Ursula von der Leyen du niveau moyen de la famille allemande moyenne, tu vois. Elle sait que l'Allemagne est un pays monocorde et blanc et que Londres est bien meilleur. Elle est complètement déconnectée de l'environnement moyen, je te dis, de la famille allemande de base, tu vois. Elle n'a aucun rapport, aucune connaissance de ce monde-là, de ce mode de fonctionnement-là. Et donc, elle est nommée ministre de la Famille, et puis, quelques années plus tard, elle est nommée ministre du Travail. Voilà, c'est pareil, elle n'a jamais travaillé de sa vie. Ursula von der Leyen, je te dis, c'est un environnement hyper privilégié, chercheuse longue durée pour faire bonne figure. Que connaît-elle du monde du travail ? On est totalement dans la déconnexion, mais comme c'est une femme qui est à la fois conservatrice avec l'héritage de son père et en même temps un tropisme un peu progressiste parce qu'elle est un peu féministe, elle est un peu écolo, et si tu veux, justement dans cette Allemagne monocorde, ça détonne un peu, ça fait bien. Bon, elle passe les années jusqu'à être nommée ministre de la Défense. C'est pareil, aucune formation, aucune légitimité, mais elle est nommée en 2013 ministre de la Défense. Et la seule légitimité qu'on peut lui trouver, c'est justement son lien direct avec les États-Unis. Parce qu'on sait que l'Allemagne n'a pas vraiment une armée, ne bénéficie pas d'une armée, on va dire, en tant que telle. Et donc, le fait que Ursula von der Leyen ait ses connexions directes avec les États-Unis, ça a certainement dû jouer effectivement dans sa nomination. Et ça sera illustré par un scandale qu'on rapporte dans la lettre, c'est l'affaire des consultants. L'affaire des consultants, en 2 mots, c'est le ministère de la Défense, donc dirigé par Ursula von der Leyen, qui s'offre les services très onéreux de consultants internationaux, de consultants extérieurs, pour faire un audit justement de son ministère des Armées allemand. Et donc, premier scandale, c'est que effectivement, c'est très très onéreux. Deuxième scandale, elle s'attache les services principalement de McKinsey. Donc là, on est en conflit d'intérêts parce que ses enfants, à ce moment-là, travaillent chez McKinsey. Elle a 2 enfants qui travaillent chez McKinsey. Ensuite, elle a sa principale assistante qui s'appelle Catherine Suder, qui, elle, a passé 14 ans chez McKinsey. Donc, tu vois, accessoirement militante LGBT, comme on le rapporte dans notre dossier aussi. Et scandale dans le scandale, on apprendra dans cette affaire que finalement, elle n'a respecté aucune des procédures démocratiques pour s'offrir les services de McKinsey et des firmes américaines, parce qu'elle travaille en ligne directe, Ursula von der Leyen. Et ça, c'est quelque chose qui va ressortir, notamment lors du Pfizer-Gate. On va en parler juste après, si tu veux. Parce que ça, il y a un gros parallèle à faire entre l'affaire des consultants et l'affaire du Pfizer-Gate. Pour Ursula, c'est les mêmes méthodes de travail. C'est-à-dire qu'on passe en ligne directe, on contourne on va dire la procédure officielle, et puis curieusement, les preuves qui sont des SMS sont curieusement effacées, disparaissent, parce qu'il y a des commissions d'enquête, et puis finalement on se rend compte que les téléphones d'Ursula von der Leyen ont disparu mystérieusement, son adjoint a effacé tous les messages par mégarde, oups, et puis elle s'en sort toujours comme ça, ce sont des scandales étouffés. En fait, le parcours d'Ursula von der Leyen, c'est une succession de scandales, de petits scandales étouffés, tu vois. Et donc, l'affaire des consultants, pour y revenir en 2 secondes, elle illustre parfaitement ce rapport aux États-Unis, je te dis, en ligne directe, quoi. C'est-à-dire qu'elle a connecté avec McKinsey parce que dans son entourage proche, il y a des gens qui sont connectés avec McKinsey, et puis elle passe en force, quoi. Mmh.
Oui, non, tout à fait. D'ailleurs, pour ceux qui auront accès à la lettre, vous verrez que Catherine Suder, eh bien, on dirait Iggy Pop dans un film de Ginger Mouche qui fait une apparition. Mais non, c'est quelqu'un qui existe et qui a une place importante. Et ça aussi, c'est toujours intéressant de voir parce qu'on remonte sur quelques années en arrière quand même. Donc, on voit l'ascension de certains personnages et aussi une autre importance, c'est l'appartenance idéologique. Donc, le fait d'avoir des lesbiennes militants LGBT, etc. On se souviendra aussi de la personne. La vie privée d'Angela Merkel et des implications que cela peut avoir sur le rapport au pouvoir et aux décisions des affaires publiques. Donc, en tout cas, ce qu'il faut rappeler, je pense, c'est que l'ascension de von der Leyen est toujours recalculée, même si elle se passe à travers des scandales. On va dire que cette ascension politique, le fait d'avoir commencé au sein du ministère de la Famille, ensuite s'occuper du travail, et enfin de devenir la première femme en Allemagne qui s'occupe du ministère de la Défense, ça, c'est quand même très symbolique aussi parce qu'on pourrait dire aujourd'hui que Ursula von der Leyen devient la première impératrice de l'armée d'Europe aussi. Donc, elle a quand même, peut-être qu'elle a réussi à avoir, on va dire, certains contacts ou certains objectifs qui ont pu être définis lors de ces différents mandats. Ce parcours a pu être bien défini pour son ascension, je veux dire. Oui, oui, bah, c'est ce qui ressort effectivement de notre portrait, c'est qu'il y a un parcours relativement bien tracé, avec une certaine logique, alors qu'il y a une logique un peu occulte, un peu antidémocratique, ce qui est assez ironique parce qu'elle est censée, voilà, à la tête de la Commission européenne, elle est censée incarner la démocratie à l'échelle européenne. Mais c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort objectivement de l'étude des faits et des documents. Et si tu veux, là, je développe rapidement sur sa nomination à la tête de la Commission européenne en 2019, parce que en dépit de toutes les casseroles que traîne déjà Ursula von der Leyen, elle est nommée à la tête de la Commission européenne de la même manière, c'est-à-dire par un procédé de contournement des normes démocratiques en vigueur, tu vois. C'est-à-dire que en 2019, il faut quelqu'un pour succéder à Jean-Claude Juncker, qui est le fameux luxembourgeois qui était un peu taxé d'alcoolisme et qui était déjà aussi, lui, suspecté d'appartenance au réseau américain Stay Behind et compagnie. Bon, bref. Mais il fallait quelqu'un pour lui succéder. Et selon la norme européenne en vigueur à ce moment-là, ça ne devait pas être Ursula von der Leyen. Ça devait être un autre Allemand qui s'appelle Manfred Weber, qui est le leader justement de la CDU. Sauf que Macron a refusé que ce nationaliste allemand, peut-être trop nationaliste allemand aux yeux de Macron, occupe ce poste, bien que ce Manfred Weber avait donné tous les gages, hein, hyper européiste, hyper atlantiste, il était parfaitement dans la ligne, mais il a déplu à Emmanuel Macron, qui a donc refusé son entrée en poste, ce qui était déjà un premier blocage un peu obscur, tu vois, au niveau démocratique. Ensuite, quelqu'un d'autre a été proposé, c'est un socialiste néerlandais qui s'appelle Frans Timmermans, qui lui était refusé par les pays du groupe de Visegrad et par l'Italie. Et donc, on s'est retrouvé dans un imbroglio et un blocage au niveau européen. Et là, on a appris et compris qu'en coulisses, Angela Merkel et Emmanuel Macron avaient imposé Ursula von der Leyen, effectivement, à la tête de la Commission européenne pour sortir de la crise, parce qu'elle était membre d'une coalition allemande qui avait remporté les élections européennes à ce moment-là, donc il y avait une certaine légitimité. Elle est conservatrice, mais en même temps, je te disais, elle est féministe, elle est écolo, c'est une fidèle atlantiste, et surtout, et ça c'est ce que ne disent jamais les enquêtes de presse officielles, mais nous qu'on rapporte dans Faits et Documents, elle avait été validée 1 mois avant sa nomination par le groupe Bilderberg, comme Angela Merkel à son époque. Lorsque Angela Merkel était devenue chancelière, 3 mois avant, elle avait été validée par le Bilderberg. Donc il y a quand même ces gros marqueurs qui reviennent et que nous, si tu veux, on met en valeur, quoi. Et donc la nomination d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, c'est un nouveau contournement de la démocratie. D'ailleurs, quand elle fait son discours d'investiture, on sent que c'est dans l'urgence. Elle n'est pas bien préparée, elle s'est encadrée d'une équipe restreinte un peu à la dernière minute. Et elle arrive, elle fait un discours qui est un peu totalement déconnecté des préoccupations, puisqu'elle axe son discours sur l'écologie, le réchauffement climatique. Parce que ça, c'est pareil, hein, on sort les citations dans la lettre, c'est qu'elle n'avait pas de programme. Elle n'avait pas de programme, elle a bidouillé un discours d'investiture et c'est le Green Deal, tu vois, elle a balancé le Green Deal en disant, bon,
l'Union européenne, qui est une sorte de projet d'ailleurs un peu autoritaire, c'est on va imposer aux États de favoriser les énergies renouvelables. Tu vois. Sauf qu'elle s'est très, très vite pris le retour du réel en pleine face, si je puis dire, parce qu'elle s'est pris le Covid en très peu de temps. Elle s'est pris le Covid, elle s'est pris la crise agricole européenne, elle s'est pris la crise sociale et politique, notamment en France, et puis surtout en Allemagne, elle s'est pris une très grosse pression de l'industrie automobile. Parce qu'on sait que l'industrie automobile allemande, c'est la première puissance exportatrice européenne, et c'est un lobby extrêmement puissant en Allemagne et en Europe. Donc, si tu veux, son projet de Green Deal, elle a dû en rabattre un peu. Et d'ailleurs, quand elle a fait son discours d'investiture de son deuxième mandat, là, en 2024, elle n'en a plus du tout parlé du Green Deal. Tu vois. Et les écolos, d'ailleurs, étaient fort maris et lui ont fait remarquer en lui disant « mais je croyais que… » tu vois. Et parce que Ursula, je t'ai dit, elle a été mise là un peu en urgence et que elle n'a pas forcément de programme, elle-même, tu vois. Elle n'a pas de vision, elle, personnellement, pour ce poste. Absolument. Donc, on a eu son parcours au sein des ministères fédéraux en Allemagne. C'est en 2019, si ma mémoire est bonne, en juillet 2019, qu'elle est élue à la tête de la Commission européenne. Donc là, on arrive à des responsabilités différentes. Tu as déjà pu nous retracer certaines affaires importantes au cours de son parcours fédéral avec donc ses liens avec les États-Unis ou des réseaux américains, et le fait de pouvoir favoriser des puissances étrangères au détriment, en l'occurrence, des Allemands lorsqu'elle était ministre. Qu'est-ce que tu peux nous dire lorsqu'elle est venue à la tête de la Commission européenne? Donc, il y avait déjà eu la question du Pfizer Gate, qui est quand même une entreprise américaine. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments à noter avant d'en arriver aux fameux accords commerciaux avec Donald Trump? Parce que donc Ursula a été élue à la base en 2019, mais elle a eu aussi entre-temps l'administration de Joe Biden, par exemple. L'administration Biden, avant maintenant d'avoir la relation avec l'administration Trump 2, qui a amené d'ailleurs aux accords. Est-ce qu'il y a des éléments à noter en particulier qui peuvent continuer à montrer au-delà de ce rapprochement, c'est-à-dire en fait tous ces accords et cette destruction au profit des Américains? Justement, déjà, le Pfizer Gate, c'est vraiment emblématique parce que, comme tu le disais, Pfizer, c'est une entreprise américaine et lors du Covid, il y a eu donc ce nouveau scandale qui est toujours, qui s'inscrit toujours dans la même méthode, la même gestion, la même gouvernance à la Ursula. Je te dis, c'est passé en ligne directe. Et donc, on a appris, alors elle a fait passer ça sous le prétexte que c'était une situation d'urgence, mais elle a respecté aucun des appels d'offres. Et elle a négocié directement avec Albert Bourla, Abraham, de son vrai prénom, Abraham Bourla. Elle a négocié directement avec lui pour acheter des vaccins anti-Pfizer au nom de l'Union européenne. Et donc, je te dis, en faisant fi de toutes les problématiques économiques, d'endettement, etc., et parce que, soi-disant, il fallait aller vite. Et puis, dans cette affaire du Pfizer Gate, comme elle est en ligne directe avec une firme américaine, encore une fois, les SMS ont été effacés, les SMS ont disparu et les commissions d'enquête se retrouvent un peu le bec dans l'eau. Et pourtant, voilà, et je te dis, accumulation de scandales étouffés et de casseroles. Et pourtant, elle est toujours là. Après, pour la relation directe avec l'administration américaine, lorsque Ursula von der Leyen est nommée à la tête de la Commission européenne, c'est Donald Trump, le président des États-Unis. Sauf que leur relation se passe relativement mal. Ils vont se rencontrer qu'une seule fois et ça va très mal se passer. En fait, c'est Donald Trump qui va quasiment la convoquer. Tu vois, il la convoque en 2020. Et là, ce sont des propos rapportés par la presse allemande. On comprend qu'elle était littéralement terrorisée par cette rencontre. Donc, elle essaye elle va chercher Thierry Breton, elle va chercher des mecs pour l'accompagner en lui disant bon, il faut qu'on fasse bloc parce que là, je le sens mal. Et effectivement, ça se passe très mal. Ça se passe très mal parce que Donald Trump lui pose un ultimatum en lui disant il faut absolument que l'Union européenne se sépare, abandonne le gaz russe au profit du gaz américain, tu vois, au profit du GNL américain. Avant même le conflit russo-ukrainien. Oui, là, on est en 2020. Et Donald Trump lui met la pression en lui disant sinon, nous, on vous protégera plus avec l'OTAN, tu vois. Et donc, ça se passe très mal. La rencontre est très froide. Et puis, ils vont plus jamais se parler. Trump et Ursula von der Leyen ne vont plus jamais se parler. Et après, effectivement, lorsque Joe Biden, sous le mandat de Joe Biden,
les relations entre Ursula von der Leyen et l'administration américaine vont reprendre dans une direction, on va dire, plus traditionnelle du point de vue transatlantique. Après, il y a tout le contexte qu'on sait, effectivement, Covid, déclenchement de la guerre en Ukraine, etc. Et donc, on va dire que là, elle s'aligne directement sur ce que ce que l'administration Biden va préfigurer, quoi. Et d'ailleurs, on relève le fait qu'à ce moment-là, bizarrement, congruence, c'est à ce moment-là, sous Joe Biden, qu'Ursula von der Leyen fait ses sorties les plus pro-sionistes. Je te dis, il y a une sorte de... Tiens donc. Une sorte de bloc. C'est à ce moment-là que c'est une fervente... oui, c'est une fervente sioniste presque dans ses déclarations, puisque là, elle excuse toutes les sorties israéliennes, elle n'a aucune compassion ou quoi que ce soit pour les Gazaouis, ce sur quoi elle est en train de revenir ces derniers mois, depuis effectivement que le rapport de force a un peu changé, notamment aux États-Unis. Et donc, avec le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis, une deuxième rencontre s'organise, et c'est ce qu'on a vu cet été. En fait, cet été, la rencontre en Écosse entre Trump et Ursula von der Leyen, c'était la deuxième rencontre. Il n'y en a pas eu d'autre. Tu vois, ils se sont vus que 2 fois. Une première fois, il lui a mis une énorme pression, et une deuxième fois, elle a signé les accords commerciaux qui, de l'aveu de tous, étaient considérés, comme je te dis, une soumission de l'Union européenne. Ce qui reste à envisager, à relativiser, parce que ça, c'est pareil, on le décrit un peu dans notre dossier. Du point de vue allemand, la signature de ces accords commerciaux, à savoir des droits de douane de 15% imposés par les États-Unis aux produits européens, entre autres, parce qu'il y a d'autres alinéas comme la métallurgie, etc. Enfin, il y a d'autres produits qui sont... En fait, elle a engagé l'Union européenne à acheter de l'énergie américaine. Donc, il y a un engagement qui a été pris aussi lors de la signature de ces accords. Et elle a engagé l'Union européenne à investir, je crois, 600 millions de dollars aux États-Unis. Tu vois, donc il y a tout un tas de strates qui ont été pris dans cet engagement. Mais du point de vue des intérêts allemands, la signature de ces accords n'est pas totalement négative. Parce que justement, c'est pour ça qu'elle reste quand même très connectée et très germano-atlantiste, finalement, Ursula von der Leyen, parce que finalement, pour l'industrie allemande, pour l'industrie automobile allemande, bénéficier d'un avantage compétitif sur les Chinois, qui, eux, ne seront pas taxés à 15%, mais probablement à 30%, voire peut-être plus, ça dépend du contexte et de l'évolution des relations internationales. De ce point de vue-là, l'industrie allemande, dans son secteur, elle en bénéficie, elle sort gagnante, tu vois. Donc, tout est à nuancer aussi. Hein. Après, vu l'état actuel du secteur automobile allemand, ce type de nouvelle, enfin, la moindre petite bonne nouvelle reparaît même peut-être comme un miracle économique, parce qu'on rappelle que la capacité industrielle automobile en Europe, mais également aussi allemande, surtout à cause de toutes les épreuves qu'il y a eu. On a eu les impositions des normes environnementales, le côté des énergies renouvelables, des voitures électriques, etc. Ça a fortement impacté. Bon, la France, je pense que c'est un des pires des cas. On a eu encore des déclarations importantes de divers industriels et responsables automobiles qui ont expliqué qu'on était face au mur, et peut-être même un mur final. C'est-à-dire que l'industrie automobile française risque peut-être de mourir, en fait, s'il n'y a pas de réveil particulier. Donc, peut-être que c'est dans cet angle-là, c'est-à-dire la bonne nouvelle un peu relative, c'est que cet accord peut aider un petit peu une économie qui est en fait de base en situation assez catastrophique. Oui, mais il y a autre chose aussi, là, j'y pense pour les Allemands. Il y a le fait que, entre-temps, le Nord Stream 2 a été coupé, comme on sait, et les Allemands ont quand même besoin d'une garantie d'approvisionnement. Et par la signature de ces accords, bon, bien que ça ne soit peut-être pas au tarif qu'ils espéraient, ils ont quand même une certaine garantie de ce côté-là, tu vois. Mais ça, je te dis, c'est Ursula von der Leyen, elle a fait primer les intérêts allemands avant les intérêts européens. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Tu vois. Bon, après, elle a réussi à mettre ça en priorité. Après, quand même, un parcours vivement critiqué d'ailleurs par la scène politique et médiatique allemande lors de son parcours au sein des ministères. Donc, peut-être qu'elle n'a pas le choix de tendre un petit peu la main pour éviter de se faire, on va dire, écraser par une opposition qui serait de plus en plus forte. Donc, dernière question, en tout cas sur ce document, parce que là, évidemment, c'est un résumé plutôt synthétique, mais c'est un parcours avec beaucoup de dates, de noms,
de lieux, aussi avec des sources bien précises. Je pense que c'est vraiment fondamental de toujours passer à ce stade de la lecture pour voir un peu ce cheminement. En plus, comme tu l'as bien décrit et expliqué, on voit que c'est un parcours qui est bien tracé, qui suit une certaine logique. Et si c'est un parcours qui suit une certaine logique, on en est aujourd'hui donc à cette impératrice qui est à nouveau à la tête de la Commission européenne. On est dans un contexte géopolitique bien précis et bien tendu. Quel est l'avenir d'Ursula von der Leyen? Quel semble être son avenir, ses volontés pour l'avenir? Au début de l'intervention, je disais c'est plus une impératrice qu'une reine. C'est une impératrice dans le sens où elle a une gestion brutale, autoritaire, relativement antidémocratique malgré les apparences. Donc je te dis, c'est son mode de gouvernance, quoi. Et puis elle est dans un contexte effectivement qui peut nous rappeler Napoléon, tu vois, de ce point de vue-là. Hein. Il y a ce côté effectivement. Empereur un peu à la dérive, quoi. Donc elle est dépendante de la relation internationale, elle est dépendante de ce qui va se passer entre la Russie et les États-Unis, et elle essaye de maintenir à flot, avec Emmanuel Macron derrière son dos, de maintenir à flot le navire dérivant autoritairement de la Commission européenne. Donc c'est difficile à dire ce que ça va donner, mais elle a plus de légitimité démocratique, elle est plus respectée par les États membres, elle les écrase de la même manière qu'Emmanuel Macron écrase le Parlement en France, et en même temps, elle bénéficie du fait que, comme c'est une situation compliquée, difficile, dangereuse, on ne peut pas faire chavirer le navire d'un seul coup. À mon avis, c'est périlleux. Et il est possible qu'Emmanuel Macron... Il y a des scénarios où Emmanuel Macron prendrait sa succession à la tête de la Commission européenne. Tu vois, c'est pas délirant. Et d'ailleurs, on rapporte à la fin de notre portrait qu'ils sont tous les deux récipiendaires du prix Charlemagne, qui est inscrit justement, qui a une connotation impériale. Tu vois. Qu'est-ce que le prix Charlemagne exactement, Pierre? Le prix Charlemagne, c'est un prix européen qui récompense les acteurs internationaux qui favorisent le plus l'unification européenne. C'est ça. Magnifique. Le terme. Et parmi les gens primés, on retrouve notamment Bill Clinton, Volodymyr Zelensky, je te dis Emmanuel Macron. Il n'y a pas que des Européens aussi. Hein, je te dis. Attends, je vais regarder. Oui, comte Richard Goodenough-Kalergi, Simone Veil, Henry Kissinger, Tony Blair. Voilà, tu vois, il y a toute une liste de récipiendaires, de lauréats du prix Charlemagne. Et donc Ursula von der Leyen, elle l'a reçu là en 2025. Donc ça veut dire qu'elle est quand même validée par les élites européennes pour continuer dans cette direction-là, quoi. Et certaines mauvaises langues, si on tombe sur malheureusement ce scénario de Emmanuel Macron qui pourrait continuer à développer ses ambitions personnelles à travers les institutions européennes. D'ailleurs, ce serait un calcul logique et rationnel, ou même pour nous, un assemblage cohérent, étant donné ses propos sur l'Europe au sens large, etc. Mais quand on voit qu'il a reçu encore récemment le Global Citizen Award 2025, que je vous invite tous à regarder parce que vous avez un OSS 117 avec un accent catastrophique qui vous explique que justement, il ne faut pas être un patriote parce qu'être patriote, c'est facho. Enfin, c'est assez hallucinant de l'entendre parler, on va dire, de la France. Il reçoit le prix du citoyen du monde, donc le Global Citizen Award. Donc, ça serait annonciateur, on va dire, de la continuité de ce projet d'Europe, d'unification avec le prix Charlemagne que tu as mentionné. En tout cas, ça permet de définir un petit peu comment cela pourrait se construire sur nos territoires et en même temps, quels intérêts, au pluriel, cela pourrait servir. En tout cas, merci pour ce sujet, Pierre. Je le répète encore une fois, il faut aller plus loin dans l'enquête parce que vous avez le début du parcours d'Ursula von der Leyen, que ce soit sa jeunesse, après son parcours au sein de la politique allemande et après la politique européenne et les différents scandales qui sont analysés, et c'est important de pouvoir lire. Mais également, Pierre, fait document, ce n'est pas uniquement un seul portrait. Est-ce que tu peux nous présenter les autres éléments qui sont dans ce numéro, le 544? Alors, dans ce numéro 544, effectivement, donc on a le portrait d'Ursula von der Leyen sur plusieurs pages, mais on a deux belles enquêtes complémentaires, on va dire, sur les implications criminelles israéliennes en France, qui se sont passées ces dernières semaines. On a une belle enquête sur l'affaire Carton Rouge, voilà, qui est une arnaque à l'israélienne
assez marquée, notamment dans le milieu du foot, mais pas que. Et on a une enquête sur des fraudes médicales. Et ça, c'est l'affaire Nobel Santé, avec des gens qui fraudent à la CPAM. Bon, voilà, toujours avec... on donne des noms qui ne sont pas forcément sortis dans la presse mainstream. On donne les noms dans nos enquêtes. Et puis surtout, on a un 2 pages intéressant sur la coalition contre la haine en ligne lancée par Aurore Berger au début de l'été. Et Aurore Berger, là, pour être dans l'actualité ultra immédiate, elle était nommée hier soir. Aurore Berger, qui a posé sa candidature non officielle, mais en tout cas pour les gens qui savent lire entre les lignes, récemment sur les réseaux sociaux, pour le poste de Premier ministre. Elle veut succéder à Sébastien Lecornu, qui aura donc été Premier ministre 3 semaines, Premier ministre fantôme 3 semaines. Donc Aurore Berger, il est possible que ce soit peut-être la dernière Premier ministre de la Ve République. Et donc, je vous le dis, au mois de juillet, elle a lancé une coalition contre la haine en ligne qui réunit, qui est une sorte de coalition. Bah oui, c'est une coalition, qui réunit tous les groupes antiracistes, féministes, etc., pour censurer les réseaux sociaux et faire la police, comme on le sait, quoi. Donc on a une belle enquête de 2 pages sur cette coalition. Et dernière enquête dans ce numéro que vous retrouvez, hormis nos brèves évidemment traditionnelles, une enquête sur le potentiel prochain maire de New York, qui a un profil très intéressant puisque c'est un démocrate antisioniste, assez radical et voilà, assez sulfureux. Et donc on prend un peu d'avance avec Faits et Documents en s'intéressant aux personnalités émergentes. Oui, c'est Zoran Mamdani. Et c'est vrai que c'est une personnalité assez curieuse pour ceux qui regardent l'actualité américaine, entre ses différentes déclarations et ses oppositions. Il faut jeter un regard dessus parce qu'on parle quand même de New York. Donc ce n'est pas n'importe quel endroit. C'est pas comme si c'était au fin fond d'une campagne redneck. Ça peut être important en termes de fréquence basse en fait à surveiller. Mais en tout cas, voilà, pour les autres numéros, je vous incite tous, parce que je vous rappelle, nous sommes dans un contexte tendu et on a eu l'actualité de Sarkozy. Souvenez-vous qui était le grand communicant, le fils de pub de Sarkozy, c'est Franck Tapiro, il ne faut pas l'oublier. C'est lui qui a pu diriger ces différentes campagnes de communication. Donc, quand vous lirez ces numéros, mettez votre qui patriote, voilà, très important. Il l'a dit sur Morandini, c'est le moyen, voilà, pour ne pas sombrer dans la haine. Et comme ça vous permettra aussi de vous attarder sur le numéro d'Aurore Berger. Et oui, parce que avec les tensions, à mon avis, politiques, économiques, les censures vont continuer parce que ça va être nécessaire. Sinon, le peuple va se réveiller et ça risque de faire mal. En tout cas, merci Pierre. Un dernier élément peut-être de conclusion, ou peut-être l'annonce du prochain numéro, si le thème est déjà choisi pour le prochain numéro de Faits et Documents. Bah justement, ça va connecter avec ce que tu viens de dire, puisque dans le numéro précédent, le 543, on avait un dossier sur Franck Tapiro, et dans le prochain numéro, le numéro 545, on a un dossier complet sur CNews, sur la chaîne CNews. Donc, tu vois, la boucle est bouclée. Et donc, dans ce numéro, vous retrouverez le portrait non consensuel de Vincent Bolloré, des dirigeants Maxime Saada et Serge Nedjar, et puis des principaux animateurs et des principaux consultants intervenants de CNews. Donc, avec les CV, on va dire, non conformistes de Pascal Praud, de Jean-Marc Morandini, Christine Kelly, Laurence Ferrari, etc., leurs implications et leurs rapports justement avec la politique profonde. Un gros dossier, à mon avis, d'actualité, quoi.